Merci d'avoir rejoint cette masterclass. Mettez-vous à l'aise et prenez de quoi écrire. C'est parti. Dans cet épisode, nous allons détailler tous les aspects de la création d'une entreprise de diagnostic immobilier. Nous aborderons donc les thèmes suivants. Qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic immobilier? Pourquoi devenir diagnostiqueur immobilier? Les avantages et les inconvénients de ce métier, les compétences et les qualifications requises pour devenir diagnostiqueur, l'investissement de départ à prévoir et pourquoi, les aspects juridiques et administratifs de la création d'une entreprise de diagnostic immobilier et en point bonus, nous parlerons des franchises de ce secteur. Bonjour et bienvenue pour ce premier volet d'une saga en plusieurs épisodes sur le métier de diagnostiqueur immobilier. Je m'appelle Sylvain Pouly, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du diagnostic immobilier. J'ai commencé ma carrière en 2002 et je suis toujours actif au cœur et au sein de notre profession. Je suis aujourd'hui consultant, formateur et accompagnateur pour les entrepreneurs qui veulent se lancer dans ce domaine, tant sur le plan technique, managérial que commercial. Je procède aussi à des accompagnements terrain avec vous, chez vos clients, en vous donnant les bases de la réflexion et la méthodologie du diagnostiqueur immobilier. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, commençons. Alors reprenons depuis le début. Les diagnostics immobiliers, qu'est-ce que c'est? Les diagnostics immobiliers sont des examens techniques réalisés sur un bien immobilier, tels que les maisons, les appartements ou les locaux commerciaux, dans le but d'évaluer leur état général et de détecter les éventuels risques pour la santé et la sécurité des occupants ou pour l'environnement. Ces examens sont réglementés et sont réalisés par des professionnels certifiés, tels que des diagnostiqueurs immobiliers. Les diagnostics immobiliers peuvent porter sur différents aspects du bien immobilier, tels que la présence d'amiante, la présence de plomb, la présence de termites, l'état de l'installation électrique ou de gaz et bien entendu la performance énergétique. Ces diagnostics sont souvent obligatoires à la vente, la location, la réhabilitation ou la démolition d'un bien immobilier. Les diagnostics liés à la vente ou location sont inclus dans le dossier de diagnostic technique, le DDT, qui doit être remis au futur acheteur ou locataire. Si vous voulez en savoir plus sur le DDT, je vous laisse le soin de rejoindre la page YouTube de Diagunter où une vidéo y est mise et explicative. Pour avoir une vision plus globale de ce métier, il faut comprendre qu'il existe deux typologies de marché dans le diagnostic immobilier. Ces deux typologies possèdent leur propre clientèle et leur propre facturation et diagnostic. Il y a d'un côté ce qu'on appelle la famille de la transaction. La transaction, donc tout ce qui va avoir un lien avec l'achat, la location, la vente d'un bien immobilier relatif au B2C. Pour rappel, le B2C est une notion commerciale qui fait référence à la notion de vente entre professionnels et particuliers. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle le tertiaire ou cycle long dans notre jargon, c'est-à-dire tout ce qui est relatif de fait aux sociétés, industries, marchés publics et j'en passe et des meilleurs. Et dans ce cas relatif au B2B. Pour rappel, le B2B est une notion commerciale qui fait référence à la notion de vente entre professionnels. Pour la transaction, les diagnostics immobiliers obligatoires proposés en certification sont l'amiante, le plomb, les termites, le gaz, le DPE et l'électricité. En général, dans ce contexte, la clientèle cible des diagnostiqueurs sont des agences immobilières, des particuliers, des notaires, des copropriétés ou des syndics. Pour le tertiaire, on fait appel à d'autres notions complémentaires, comme l'amiante mention ou le DPE mention. On peut retrouver aussi les autres diagnostics, mais moins représentés. Ces diagnostics vont agir dans le cadre de la réhabilitation, de la démolition ou de travaux, pour le compte de sociétés. Si vous voulez en savoir plus sur comment prospecter, acquérir et fidéliser une clientèle riche et variée en évitant les pièges de la saisonnalité pour votre entreprise de diagnostic immobilier, je vous conseille de suivre le second épisode de la saga Masterclass intitulée « Commerce et diagnostic ». Alors pourquoi devenir diagnostiqueur immobilier? De ce qui relève que de mon avis, c'est un beau métier. C'est un métier où la sociabilité et l'autonomie vont de pair. C'est un métier où on se sent libre, un métier où on apprend tous les jours, un métier où la routine n'existe pas, un métier qui nous permet d'être à la fois sur le terrain et derrière un bureau. Un métier où on rencontre énormément de gens et de catégories sociales différentes. Un métier qui nous permet de découvrir de nouveaux endroits, parfois même des lieux inaccessibles pour le commun des mortels. Je me souviens avoir fait des diagnostics dans une prison, dans une caserne militaire, dans un monastère réhabilité, dans une centrale nucléaire. C'est un métier où on se sent utile, un métier rigoureux qui demande d'être proactif. Le métier de diagnostiqueur immobilier est un métier technique qui nécessite des connaissances spécifiques en matière de construction, de réglementation et d'équipement. Cela peut être très stimulant pour les personnes intéressées par le domaine de l'immobilier et qui aiment travailler dans un environnement technique. Lorsque vous vous lancez dans le diagnostic immobilier, deux choix s'offrent à vous. Soit vous créez votre propre structure,
et vous lancer en tant qu'entrepreneur indépendant, soit vous postulez dans une société de diagnostic immobilier afin d'y devenir employé. Dans les deux cas, et souvent oublié par nos confrères débutants, il faut se rappeler que le diagnostic immobilier, c'est une prestation de service. Donc nous sommes au service d'une clientèle pour leur offrir une prestation de qualité et bien évidemment dans des temps et des volumes financiers à partie. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes en servitude, une notion sur laquelle je reviendrai plus tard dans la formation Commerce et Diagnostic. Mais comme vous pouvez bien le comprendre et l'imaginer, dans ce métier, il n'existe pas de pointeuse. Ce métier évolue en fonction des disponibilités de vos clients. Ce métier est un métier qui n'est pas régi par le code de l'administration, 9h, midi, 14h, 17h, et celui qui compte 16h n'a pas tout à fait compris le sens des mots prestation de service. On n'est pas dans un monde industriel, on n'est pas dans un monde administratif, on est dans un monde artisanal. Cette comparaison n'est valable que pour moi et ne reflète que mon point de vue. Maintenant que nous avons posé les bases, les fondements de ce métier, découvrons ensemble les avantages et les inconvénients dans le cas où vous voulez créer votre propre entreprise de diagnostic immobilier. La demande pour les diagnostics immobiliers est constante et croissante, notamment en raison des réglementations en vigueur. En créant votre entreprise de diagnostic immobilier, vous avez la liberté de choisir vos clients, vos horaires de travail et de mettre en place votre propre stratégie commerciale. En fonction de votre zone d'activité et du volume de travail, les revenus générés par une entreprise de diagnostic immobilier peuvent être très intéressants. En moyenne, pour une personne seule, avec un panier moyen à 200 € dans la transaction, avec 2 rendez-vous par jour sur 20 jours de travail, on peut estimer un CA d'environ 80 000 € à l'année. Mais attention, cette information est à prendre avec des pincettes car beaucoup de facteurs jouent sur ce montant. Votre panier moyen, la saisonnabilité, vos relations commerciales et votre prospection, la qualité de votre travail, votre réactivité et surtout votre envie de travailler. Si vous êtes passionné par l'immobilier et que vous aimez travailler dans un domaine technique, créer une entreprise de diagnostic immobilier peut vous permettre de vous accomplir professionnellement parlant. Le secteur des diagnostics immobiliers est de plus en plus concurrentiel et il peut être difficile de se démarquer face à une concurrence importante. Pour exercer le métier de diagnostiqueur immobilier, il est important de suivre des formations régulières pour se maintenir à jour sur les normes et les réglementations en vigueur. La création d'une entreprise de diagnostic immobilier nécessite des investissements importants, notamment pour l'acquisition de matériel spécialisé, appareils de mesure, logiciels de diagnostic, etc. Mais j'y reviendrai plus tard. En tant que diagnostiqueur immobilier, vous êtes responsable des résultats des diagnostics que vous réalisez. Et je vais aller même plus loin dans le terme de responsabilité. Que vous soyez employeur ou employé, que vous soyez votre propre patron d'une société de diagnostic immobilier ou employé dans une société de diagnostic, lorsque vous passez vos certifications et que vous les obtenez, ce sont les vôtres, au sens propre du terme. Elles sont à vous, à votre nom, et donc toutes les responsabilités qui vont avec aussi. Peut-être dans les temps futurs, il y aura une évolution ou des modifications, mais dans le système de certification actuel, et je parle en 2023, votre numéro de certifié est comme un code-barre tatoué sur votre nuque. À partir du moment où vous avez passé vos examens et que vous les avez réussis, il faut prendre conscience que vous êtes des professionnels, des sachants, pas de simples exécutants, mais des êtres pensants. Dans le cas de litige, quand vous êtes diagnostiqueur immobilier à votre compte, c'est vous directement qui êtes mis au devant de la scène. Bien évidemment, la plupart des litiges sont mineurs et peuvent se régler à l'amiable, pas de panique. Mais dans le cas où il y a de vrais enjeux financiers, c'est vous et vous seul qui serez en face de la justice. Ce n'est pas pour vous faire peur que je dis ça, c'est pour vous faire prendre conscience que notre métier est une vraie valeur technique et qu'il doit être réalisé en toute connaissance de cause, d'avoir une réelle conscience professionnelle et de ne pas prendre ses actions à la légère. Il suffit simplement de faire correctement son travail. Dans le deuxième cas, si vous êtes employé dans une société de diagnostic immobilier et que vous êtes responsable d'un litige et que vous pensez à l'abri, faites une erreur. Sur chaque rapport, il y a obligatoirement votre nom, votre numéro de certification et votre signature. Tout ce qu'il y a écrit dans le rapport est sous votre responsabilité pendant toute la période de validité du rapport. Il n'y a pas de cas représentatif. C'est un métier extrêmement varié, avec des litiges extrêmement variés, et leurs conséquences le sont tout autant. Et tous les cas sont à étudier avec une extrême précaution. Ce n'est pas parce que vous êtes employé que vous ne risquez rien. Il faut vraiment en prendre conscience et l'avoir à l'esprit en permanence.
Si vous avez décidé de devenir diagnostiqueur immobilier, vous allez devoir commencer par le commencement et valider vos acquis. Dans le domaine de l'immobilier, ces formations demandent des prérequis obligatoires car on ne peut pas se reconvertir de boulanger à diagnostiqueur du jour au lendemain. Un minimum de diplôme dans le milieu du BTP ou d'une expérience professionnelle significative vous permettent d'accéder à ces formations. Ceci étant, si vous voulez quand même faire ce métier et que vous n'avez pas les acquis nécessaires, vous pouvez très bien suivre des mises à niveau sur les bases et les préceptes du bâtiment, parfois incluses dans les formations générales de diagnostic immobilier. Ceci est à voir directement avec votre centre de formation. La formation s'oriente toujours quasiment de la même façon, cours, exemple, QCM. La durée de formation initiale pour l'ensemble des compétences peut varier d'un centre de formation à l'autre et je vous conseille de vous rapprocher d'eux pour qu'ils puissent vous donner ces modalités ainsi que leur tarification. En moyenne, il faut compter entre 8 000 et 10 000 euros le cycle de formation plus certification pour devenir diagnostiqueur immobilier. Une fois la formation suivie, vous aurez la possibilité de participer à l'examen de certification, c'est-à-dire de valider vos compétences par l'obtention d'un certificat, attestant que vous êtes capable de réaliser des diagnostics immobiliers dans les compétences ciblées. Généralement, la certification se déroule en une étape théorique et une pratique. La théorie par un QCM, la pratique par une étude de cas. Tout dépend bien entendu de la certification que vous ciblez. Dans la plupart des cas et suivant votre situation personnelle, vous pouvez avoir droit aux aides de l'État pour financer cette formation. Je vous invite à vous rapprocher des services de l'État concernés pour avoir plus de renseignements sur la prise en charge financière de vos futures formations. Outre les formations initiales, il y a aussi des formations annexes complémentaires et quasi obligatoires à avoir ou à se prémunir pour pouvoir exercer ce métier en toute sécurité. Si vous voulez réaliser des diagnostics plombs, il vous faut une machine à fluorescence X. Il vous faut donc la formation PCR, personne compétente en radioprotection. La PCR est une personne désignée par l'employeur et qui sera en charge de la mise en place des mesures de prévention et de protection des travailleurs exposés au rayonnement ionisant dans le cadre de leur activité professionnelle. La sous-section 4, amiante. Autrement dit, la sous-section 4 du document relatif à la prévention des risques liés à l'amiante dans les bâtiments est une section du Code du travail qui décrit les mesures de prévention et de protection à prendre lors des interventions sur des matériaux concernant de l'amiante dans les bâtiments. La sous-section 4 est destinée aux entreprises qui réalisent des travaux de retrait, d'encapsulage ou de confinement d'amiante, ainsi qu'aux entreprises intervenant sur des matériaux contenant de l'amiante dans le cadre de leur activité, en l'occurrence les diagnostiqueurs immobiliers. Ce sont deux sujets très intéressants mais trop longs pour être traités dans cette formation. Vous pourrez trouver des vidéos explicatives complètes de la sous-section 4 du Code du travail ainsi que la formation PCR sur notre chaîne YouTube. À cela, vous pouvez rajouter des formations qui peuvent s'avérer très utiles pour l'exercice de votre métier. Entre autres, l'habilitation de travail en hauteur, éventuellement le CACES, éventuellement une habilitation électrique. Je vous conseille de vous rapprocher de votre centre de formation pour établir une liste complète de formations complémentaires. L'étude de marché est souvent une phase négligée pour toutes les créations d'entreprises, on va pas se mentir. Elle est pourtant décisive et primordiale dans le cas où on s'adresse à un marché niche et où on a une surface de vente très particulière. Afin de comprendre où trouver sa clientèle, il faut comprendre quel est son marché. Et donc avoir toutes les notions que je viens de citer en tête et avoir une vision globale de son activité. La notion la plus importante, c'est qu'il faut comprendre que tous les diagnostics peuvent être reliés les uns aux autres et se transformer en synergie. Pour définir ses actions, il faut commencer par définir son périmètre et son activité, suivant une règle simple: quoi, qui, où, comment. Qu'est-ce qu'on vend? De la transac ou du tertiaire? À qui on le vend? Aux particuliers ou aux professionnels? Et pour chacun, identifier les interlocuteurs, agence immobilière, notaire pour la transaction, donneur d'ordre ou acheteur pour le tertiaire. Où va-t-on vendre? Le lieu d'implantation est primordial. Est-ce que ce sera à proximité d'une ville, d'une zone industrielle, d'un bailleur social? Et comment va-t-on vendre? Déterminer le panier moyen en fonction du marché et évaluer en moyenne le nombre de diagnostics que vous pouvez réaliser par jour, semaine, mois, en prenant en compte bien sûr la saisonnalité. Oui, car en transaction, les mois de janvier et d'août sont très calmes, alors que dans le tertiaire, ce sont les mois correspondant à l'ouverture et la fermeture des budgets qui peuvent être tendus. Ne vous lancez pas dans cette aventure sans avoir répondu à ces questions, c'est primordial. Ensuite, il faut établir le périmètre et identifier la concurrence sur ce périmètre. Et répondre au quoi, qui, où, comment pour comprendre leurs actions et comment vous allez pouvoir vous démarquer. Déjà, avec les informations récoltées, vous saurez tout de suite si ça vaut la peine de se lancer.
Il y a d'autres secteurs et des domaines peu explorés car très exigeants en certification et en accréditation. Je pense particulièrement au domaine naval et au domaine nucléaire. Le développement sur de nouvelles parts de marché font partie intégrante de l'accompagnement que Diaghunter propose aux sociétés de diagnostic. Le business plan. Alors je ne vais pas m'étaler puisque ce n'est pas la thématique de cette vidéo. Tout le monde doit savoir à peu près ce que l'on doit trouver à l'intérieur et pourtant lui aussi il est souvent négligé. Je pense qu'il est primordial aujourd'hui quand on veut ouvrir une société, que ce soit de produits ou de services, en l'occurrence ici de diagnostic immobilier, de s'intéresser à son business plan. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour éviter les surprises, maîtriser les dépenses et garantir sa rentabilité. Donc pour vous orienter, voici une liste des dépenses à prendre en compte dès le démarrage de votre activité. Vous venez à peine de dépenser entre 8 000 et 10 000 euros par chance financée dans votre parcours de certification, qu'il faut déjà prévoir d'ici 6 mois en moyenne la surveillance de l'ensemble de vos certifications. Cette surveillance est payante bien évidemment, en lien avec le centre de certification et en moyenne il faut compter 200 euros par domaine. Il vous faut du matériel pour démarrer. Entre le gaz, l'électricité, le DPE, les thermiques, l'amiante, vous trouverez un pack complet pour environ 2 000 euros sur internet, sur des sites spécialisés. Vient le tour de la machine à plomb. Et oui, si vous avez pris l'option plomb, il vous faut une machine à fluorescence X. Le prix varie selon le constructeur. En moyenne, il faut compter 20 000 euros neuves, mais il est possible d'en acheter des reconditionnés. Mais ce n'est pas tout. Suivant le type de source que possède la machine, il faut prévoir un ressourcement en moyenne de tous les 2 à 3 ans, soit 8 000 euros pour le changement d'une source radioactive sur les machines à fluorescence X. Pour vous ou pour l'un de vos collaborateurs. Un seul PCR est nécessaire pour une société, et cela peu importe le nombre de machines ou le nombre de collaborateurs. Ajoutez à cela une prestation de service au cas où vous optez pour un service extérieur, PCR externe ou OCR. Pour la machine à fluorescence X, prévoir tous les ans un contrôle des administrations portant sur l'utilisation et la gestion de votre machine plomb. Contrôle payant, lui aussi bien entendu, comptez en moyenne 400 euros. Et enfin une dernière notion pour la machine à fluorescence X qui est le stockage réglementaire. Vous devez vous munir d'un coffre-fort, fermé par code ou par clé, inifugé 2 heures réglementaires. Ce type de coffre coûte en moyenne 500 euros. Le choix de l'entrepôt du coffre est à votre discrétion, mais il faut obligatoirement le déclarer via les formulaires de l'IRSN et de l'ASN. À tout cela, on va rajouter les EPI et les EPC, donc les équipements de protection individuelle et collective, donc comme les combinaisons, les masques, les gants, les surchaussures, les rouleaux, les scotch, les balisages, enfin bref, l'ensemble des EPI dont vous avez besoin pour réaliser correctement une mise en sécurité lors de votre intervention. Il ne faut pas oublier évidemment une tablette, environ 2 000 euros pour une Surface Pro, une connexion internet, un téléphone professionnel et une ligne dédiée avec un abonnement, 20 euros en moyenne pour internet et le téléphone. Vous aurez également besoin d'une solution de logiciel métier. Il y a des incontournables de la profession et pour les plus fréquemment utilisés, prévoyez environ 450 euros par an pour un poste, renouvelable tous les ans. N'oubliez pas d'incorporer vos frais de déplacement et vos leasings éventuels dans votre cumul de dépenses mensuelles. Il faut bien évidemment concevoir annuellement une assurance professionnelle, et pas n'importe quelle RC Pro, une assurance professionnelle qui va couvrir la totalité des diagnostics pour lesquels vous avez été certifié. En fonction de leur plafond de remboursement et du nombre de certifications assurées, les montants annuels des assurances de responsabilité civile professionnelle peuvent varier entre 1 500 euros et 8 000 euros à l'année. Qui dit amiante dit prélèvement. Qui dit prélèvement dit analyse. Qui dit analyse dit laboratoire d'analyse accrédité par le COFRAC. Cette notion est primordiale pour assurer la validité des analyses effectuées et rendues. En tant que diagnostiqueur, vous achetez l'analyse au laboratoire. On peut être sur une moyenne de 17 ou 19 euros par analyse. Vous la vendez donc à votre client, un prélèvement qui va comprendre le prix de l'analyse que vous achetez, plus une marge, ce qui peut vous faire un montant de 30 euros, 35 en moyenne. Étant donné que nous sommes dans un domaine très évolutif et réglementaire, il est important de prendre en compte la notion de renouvellement de formation et élaborer donc un plan de formation pour les années à venir pour vous ou vos collaborateurs. Pour finir, si vous avez prévu ou contracté un emprunt, n'oubliez pas de le reporter mensuellement dans vos cumuls de dépenses. N'oubliez pas non plus vos consommables et les fournitures de bureau. Le business plan n'est pas là pour vous casser la tête, il est surtout là pour vous faire comprendre comment vous allez pouvoir vendre. Quel sera votre panier moyen et surtout, est-ce que vous allez être rentable et sous combien de temps ? Quand on va
va s'atteler à la transaction et qu'on va avoir un panier moyen de 200 € par intervention, combien d'interventions il va falloir pour que je fasse absorber mes dépenses mensuelles? Vous allez donc savoir combien de temps il vous faudra travailler par jour, quels sont les volumes d'affaires qu'il va falloir générer par mois. On ne peut pas se lancer dans un business, n'importe lequel, quel qu'il soit, sans avoir cette vision. C'est impossible. Et malheureusement, tout le monde le fait à la va-vite et on se retrouve souvent dans des situations comme « Ah mince, j'avais pas prévu ça. Ah mince, mais j'ai pas la trésor pour. » Évidemment et heureusement, il y a des organismes qui peuvent vous aider, vous accompagner, des organismes même d'État qui peuvent vous aider à financer une voiture, qui peuvent vous aider à financer aussi votre matériel. En tant que créateur d'entreprise, je vous conseille donc de vous rapprocher des instances administratives de votre ville ou de l'État pour plus de renseignements. Cette formation n'a pas pour but de vous expliquer la fiscalité des entreprises, je vais simplement vous expliquer qu'il y a des avantages et des inconvénients sur certaines formes d'entreprises et tout dépend ce que vous voulez en faire. Si vous voulez vous lancer sans prendre de risques avec un accompagnement par l'ARE, l'aide au retour à l'emploi du Pôle emploi, et que vous êtes bénéficiaire du chômage, bien évidemment, vous pouvez vous créer un statut d'auto-entrepreneur. Ce statut prend 15 jours à être créé, vous créez un compte en banque et avec ce compte, vous pouvez donc commencer à encaisser vos prestations. Vous aurez des impôts à payer directement liés à votre activité avec une déclaration d'impôt que vous aurez choisie. Vous ne reversez pas de TVA et vous aurez un allègement d'imposition la première année de votre activité. Un statut assez simple, mais surtout il vous permet de cumuler une autre activité en même temps. Vous pouvez très bien revenir à un statut de salarié, bien évidemment, sans conflit d'intérêt et pas dans le même domaine d'activité. Mais le statut d'auto-entrepreneur vous permet également de garder votre activité autant de temps que vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé de générer du chiffre d'affaires par mois pour pouvoir garder votre statut. SARL, EURL, je ne vais pas revenir dessus. Les avantages et les inconvénients fiscaux de ces structures sont déjà connus et si vous voulez en savoir plus, allez directement sur les sites du gouvernement, tout y est détaillé. Le statut le plus courant lorsqu'on crée une entreprise dans le secteur du diagnostic immobilier est généralement la SARL. Mais la SAS et la SASU commencent à prendre de l'ampleur. La SAS permet d'avoir plusieurs actionnaires tandis que la seconde n'autorise qu'un seul. Toutefois, il est important de savoir qu'en tant qu'actionnaire, vous n'êtes pas nécessairement employé et que vous n'avez pas forcément d'employé non plus. Avec l'aide de votre comptable ou d'une instance gérant la comptabilité de votre entreprise, vous pouvez décider de ne pas être salarié et de ne percevoir une rémunération que sous forme de dividendes annuels. Dans ce cas, vous serez imposé sur les sociétés et vous devrez évidemment payer un impôt sur les dividendes déclarés. Il est également possible d'être actionnaire majoritaire à 100% et être employé en même temps, créant ainsi des charges salariales et ayant à payer des cotisations, bien évidemment, à l'URSSAF. Avec une SAS, il n'est pas obligatoire d'avoir un employé. Vous pouvez être actionnaire non salarié sans employé et gérer la comptabilité de votre entreprise selon les règles en vigueur en France. Ce statut est cumulable avec le statut d'auto-entrepreneur. Dites-vous bien que dans le processus de vie d'une société, on la crée, malheureusement elle peut être amenée à fermer pour diverses raisons, mais dites-vous bien que si vous montez une société et que vous êtes malheureusement amené à la fermer, toute expérience que vous aurez cumulée pendant ce temps vous permettra de postuler plus facilement sur des postes d'employés au sein de structures de diagnostic immobilier existantes. Ne considérez pas cela comme un échec, bien au contraire. Dites-vous juste qu'avant de commencer, vous en saviez beaucoup moins que maintenant et que vous aurez la possibilité d'en faire profiter les novices. Dans le processus de développement d'une entreprise de diagnostic immobilier, on peut faire appel aux franchises. Alors la question est entière, est-ce qu'il faut se franchiser ou non lorsqu'on est diagnostiqueur immobilier ? Il y a du plus, il y a du moins, c'est comme partout. Je ne peux pas vous dresser une liste exhaustive. Les avantages et les inconvénients, ça reste assez subjectif. Mais je peux vous donner néanmoins mon avis, qui n'est que mon avis et bien évidemment sera différent de quelqu'un d'autre. Je pense que pour démarrer, si on ne se sent pas à l'aise, une franchise peut être utile. Elle ne présente pas que des avantages, faut faire comme partout, très attention au contrat que l'on signe. Si on cherche une société qui va faire le job à notre place et qui va nous amener des clients sur un plateau d'argent, non désolé mais ça marche pas comme ça. Et évidemment la plupart du temps on se méprend sur ce rôle dans la franchise. Par contre, si on prend une franchise pour appui commercial, pour la visibilité sur Internet, pour les relations entre les différentes agences, pour l'échange de travail et les compétences, pour la synergie, pour ne pas se sentir seul, se sentir en groupe, en confrérie, à mon sens, on a compris la définition d'une franchise.
Voilà, c'est sur ces derniers mots que nous conclurons ce premier épisode de la saga. Nous avons fait un tour concis et précis des pièges à éviter lorsque vous créez une structure de diagnostic immobilier. J'espère que cette vidéo vous aura apporté toutes les bases nécessaires à vos idées de projet. Je reste bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions, soit par téléphone, soit pour un rendez-vous d'accompagnement. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon courage pour la création de votre société d'entreprise de diagnostic immobilier. Je suis de tout cœur avec vous et je vous dis qu'une seule chose, lancez-vous.